revoilà en direct pour la 3e conférence de la journée. Et là, on a l'honneur de recevoir Malik, négociateur de crise internationale, qui va parler donc de négociation et de la puissance de la communication. Malik, c'est à toi. Vous pouvez l'applaudir, je pense. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour partager, comme les autres, des métiers de passion. Métier qui m'habite depuis très très longtemps, parce que ça fait 27 ans en fait que je suis policier à la base. Et lorsque j'avais votre âge, eh bien, j'ai eu la chance de découvrir déjà que j'avais envie de faire ce métier-là. C'est un métier qui est évidemment très vaste. La police, on peut faire tellement de choses dans la police. On peut, si on aime les animaux, être conducteur de chiens. On peut travailler sur un bateau. On peut travailler dans différents domaines avec les gens, d'aller aider les gens, évidemment. Ça, on parle surtout de ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué quand j'avais à peu près 12 ou 13 ans. Alors je sais que maintenant, vous entendez beaucoup parler de la guerre en Ukraine notamment. Eh bien moi, à l'époque, on entendait parler de la guerre au Liban. C'est un autre pays du globe. Et dans ce pays-là, il y avait des gens qui étaient retenus en otage, notamment des journalistes, qui étaient là-bas pour couvrir l'événement et qui ont été kidnappés. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué parce que à l'époque j'avais je pense 12 ans et c'est les premières fois que j'entendais le mot otage parce que je regardais la télévision avec mon père, les news du soir, et j'entendais le mot otage, prise d'otage, les mots kidnapping, les mots enlèvement. Et ce qui m'a marqué, ce qui m'a vraiment profondément touché, c'est qu'il y avait un décompte à l'écran du nombre de jours que ces personnes-là étaient prises en otage. Et je m'en souviens comme si c'était hier, d'ailleurs ça me donne toujours des frissons quand j'en parle. Ces gens-là étaient retenus pendant à peu près 1000 jours. Donc c'est-à-dire pendant une période de plusieurs années, ces gens étaient retenus quelque part et il y avait des personnes qui essayaient d'entrer en contact avec les ravisseurs pour faire en sorte que ces otages soient libérés. Et c'est là que mon père m'a expliqué qu'il y avait des unités spéciales dans la police ou dans l'armée qui travaillaient dans ce domaine-là pour faire en sorte que ces gens puissent sortir. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ma voie. C'est là où je me suis dit, mais moi j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'essayer d'aider les gens qui sont pris en otage quelque part ou qui sont kidnappés à pouvoir retrouver leur liberté. Alors il a fallu rentrer dans la police, et puis surtout après il fallait atteindre ce qu'on dit souvent, les unités spéciales. Et moi, les premières choses que j'ai entendues, c'est impossible, parce qu'il faut être très grand, et moi, vous voyez, je suis très petit. Il faut être très fort, il faut être très très intelligent, il faut, et puis tu n'y arriveras jamais parce que c'est sur concours, et c'est des concours très très compliqués, et c'est très très dur. Et la première chose que j'ai déjà retenue et que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que moi, je l'ai fait finalement, ce parcours, et je ne suis pas plus intelligent et plus fort ou plus grand que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai vraiment cru que tout était possible. Croyez toujours qu'en fait, tout est atteignable, tout est réalisable. Vous avez toutes les cartes en vous et tous les atouts en vous pour pouvoir réaliser vos propres rêves. Ne vous laissez jamais dicter par les gens qui vont vous dire que ce n'est pas possible ou que c'est trop dur. Laissez tomber ça. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous croyez en vos rêves, si vous avez envie de quoi que ce soit, il faut continuer à garder ça en vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. C'est d'avoir confiance en vous-même. Très, très important. Parce qu'en fait, les gens ont souvent peur. Et c'est pour ça qu'ils vous disent non, ça ne va pas marcher ou tu n'y arriveras pas. C'est leur propre peur à eux. Mais ce n'est pas vos propres peurs à vous. Ils ne doivent pas vous les communiquer. Donc, croyez en vous. Et ensuite, du coup, j'ai dû rentrer dans ces unités. Je suis rentré dans ces unités spéciales que j'avais vraiment à cœur. Et puis, dans ces unités, comme vous le voyez là, il y a plusieurs personnes. C'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Il y a cette personne-là qui est souvent celle qu'on voit à la télé, qui est quoi d'après vous? Celui qui va sur le terrain. Ouais, qui va sur le terrain, qui est Négocier. Il fait partie de l'équipe d'assaut. L'équipe d'assaut, l'équipe d'intervention. Et puis j'ai entendu négociateur, qui c'est qui a dit ça? Voilà. Il y a quelqu'un d'autre, là il y a un négociateur et là il y a une fille négociatrice. Ce sont les gens qui vont entrer en contact avec les ravisseurs ou avec les preneurs d'otages ou avec la personne qui est en crise. Et puis vous avez une autre personne qui est là aussi, il a une pipe. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Réfléchis comme ça en fumant. C'est un inspecteur. Non, alors mais il peut y avoir un inspecteur aussi, vous avez raison. Médecin.
Alors c'est ça, il est psychologue en fait. C'est lui qui va nous dire si la personne elle est atteinte d'une maladie, si elle a des troubles mentaux et qui va nous aider en fait à mieux communiquer avec la personne avec qui on va parler, avec qui le négociateur va parler. Et en fait, c'est vrai que souvent dans les unités spéciales comme ça, on pense beaucoup à celui qui a la cagoule et qui va au contact, ce qui est juste et une part du travail, c'est utiliser la force. Mais moi, j'avais envie d'explorer ce monde de la négociation et de la communication. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un? Comment est-ce qu'on discute avec un otage? Comment est-ce qu'on parle avec un otage? Comment est-ce qu'on peut le rassurer sur la situation? Comment est-ce qu'on entre en contact avec les gens? Parce que utiliser la force, c'est une chose, mais utiliser la parole, c'est extrêmement puissant aussi. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui au travers de ce métier, c'est de vous dire que la gestion de vos propres émotions, la gestion, votre propre capacité à voir l'autre personne avec qui vous discutez, c'est-à-dire avoir une lecture, ce qu'on appelle une lecture empathique. Ça vous dit quelque chose, l'empathie? C'est un terme en fait qui est un peu complexe comme ça, mais qui est très simple. C'est que quand vous avez un camarade, vous avez votre sœur, votre frère qui ne se sent pas bien, vous allez percevoir qu'il est triste par exemple. Vous allez sentir qu'il est en colère. Et là, ce qu'il faut souvent, c'est le verbaliser. C'est dire je sens ou je perçois que tu es triste. Ou je sens qu'il y a de la colère en toi. Est-ce que je me trompe? Et là, la personne va s'exprimer. Vous dire ouais, je suis triste. Ouais, je suis triste parce que j'ai pas réussi mon épreuve. Ou oui, je suis en colère parce que je m'étais fixé un objectif et ça n'a pas marché, je suis en colère contre moi-même. C'est d'aller chercher en fait les émotions des gens. C'est d'être capable de ne pas penser qu'à soi-même, mais de penser aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Et notamment lorsqu'on a un conflit. Quand vous êtes en conflit avec un pote d'école où vous n'êtes pas tout à fait d'accord, il faut essayer de comprendre pourquoi lui, il n'est pas d'accord avec vous. Pas juste penser à vous-même. Et de comprendre à lui qu'est-ce qui fait que lui, il est dans cet état-là aussi. Il faut aller un petit peu plus loin. Et derrière tout ça, alors c'est ce qu'on appelle en fait l'enjeu, c'est qu'il y a un mot que vous avez dû voir dans la présentation aujourd'hui, ou un acronyme, enfin c'est 3 lettres, c'est OCP, c'est l'objectif commun partagé. Rappelez-vous de ça, l'objectif commun partagé, c'est quel est mon objectif lorsque je suis en conflit avec quelqu'un et quel est l'objectif de l'autre. Et je vais vous faire une petite démonstration très simple de ce que je suis en train de vous dire avec ça. On a une orange. Il n'y en a plus qu'une. OK? Et puis, vous êtes 2 à devoir vous partager l'orange. OK? Admettons vous 2. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous partagez l'orange? On la coupe en 2. Vous la coupez en 2? OK, alors vas-y. Je te laisse couper l'orange en 2. Tu la coupes en 2? Oui. OK, donc vous partagez équitablement les 2 oranges, ce qui fait que vous êtes satisfaits tous les 2. OK. Ça, pour toi, et tu le diras après, c'était ton objectif. OK. Et maintenant, je vais te donner le tien. Ça, c'est ton objectif à toi. OK. Quel était ton objectif à toi? Faire un gâteau avec un maximum de l'écorce, avec un maximum de zeste. Ça, c'est son objectif. Et toi? Faire un maximum de jus. Faire un maximum de jus. Est-ce que, en ayant partagé ça comme ça, est-ce qu'ils atteignent leur objectif? Non. Non. Bah non. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Oh waouh, trop cool. Vas-y, je t'en prie. On presse l'orange et après on donne l'écorce. À qui? À l'autre. C'est ça que vous avez comme réponse? Ouais. On aurait pu peler l'orange, Ouais. donner l'orange à celui qui veut le jus et la peau à Et la peau à l'autre. C'est ça. Et c'est qu'en fait, leur objectif et leur enjeu final, on ne l'a pas communiqué. On est parti sur le fait que si on voulait être équitable, eh ben on sépare cette orange en 2, puis comme ça tout le monde est content. Mais en fait, l'enjeu qui est derrière n'a pas été satisfait. Alors, dans un conflit, quand vous avez un souci avec quelqu'un, il faut comprendre l'enjeu et savoir finalement ensemble quelle est la meilleure manière d'obtenir ce que chacun souhaite. Et si on avait verbalisé ça,
Si vous avez pu dire, bah, moi j'ai besoin d'un maximum de jus, et moi j'ai besoin pour faire des jus, pour boire des jus, et moi j'ai besoin d'un maximum de zeste pour pouvoir faire mon gâteau. Si vous l'aviez verbalisé ensemble, vous l'aviez dit, tous les deux, eh ben, vous auriez partagé l'orange différemment, comme on vient de le dire. Donc c'est ça qu'il faut vous rappeler au travers de ce petit schéma. C'est très important en fait quand on est en conflit avec quelqu'un de partager ensemble ce qu'on souhaite. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à cela, c'est-à-dire comment est-ce qu'on discute quand on est en conflit, parce que souvent, en conflit, c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le même point de vue, on peut s'énerver, on peut être pas d'accord. La première chose, évidemment, c'est de gérer ses propres émotions. Et on a une méthode, en fait, qui s'appelle DIR, D-E-A-R, qui est assez facile à retenir. D, c'est pour être disponible. C'est-à-dire que quand vous parlez avec quelqu'un, il faut être disponible pour l'écouter. Souvent, maintenant, on le voit, on est comme ça. Moi, je suis en train de discuter avec vous. Et puis en même temps, je dis ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Je ne suis pas disponible en fait pour l'autre parce que je suis en train de faire autre chose. Donc c'est déjà être disponible pour la personne. Ça veut dire être en pleine conscience avec la personne qui vous parle, se regarder dans les yeux et écouter vraiment ce qu'il a à vous dire. Ensuite, c'est être empathique. Donc le E, empathique, comme je vous disais, c'est lire l'émotion de l'autre. Je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je vois que tu es content, je perçois dans ce que tu me dis que tu es très heureux. C'est d'aller chercher les émotions de la personne avec qui vous parlez. Ensuite, vous avez le A qui est assertif, c'est un mot un petit peu compliqué, mais assertif, ça veut dire que vous avez le droit d'avoir votre opinion et que l'autre a aussi le droit d'avoir son point de vue. Et d'ailleurs, souvent, avec les enfants, on fait un petit exemple avec les enfants plus petits que vous. On pose ça devant, par terre, un plus grand que ça. On met une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, et puis on leur demande à une équipe ce qu'ils voient. Il y a une équipe qui va voir quoi, d'après vous? Oui. Vas-y. Une qui va voir un 9 et l'autre un 6. Voilà. Qui est-ce qui a raison? Personne. Les deux. Les deux. Les deux ont raison. Ça dépend du point de vue dans lequel on est en train de se placer. Donc il faut savoir écouter aussi l'autre et la vision de l'autre en fait. Donc ça, c'est être assertif et défendre ses idées, mais être capable d'entendre celles des autres aussi. Et puis le R, c'est pour le respect, parce qu'évidemment, comme vous le savez, c'est très important d'être respectueux en fait des opinions des gens, des autres, et pas de penser qu'à soi-même. Donc en gros c'est ça. Alors c'est quelque chose qui évidemment s'apprend avec le temps, de pouvoir entrer en communication avec les gens. Moi j'ai fait des écoles pour ça, je me suis intéressé à ça. Ça veut dire aussi savoir parler et s'exprimer d'une manière posée, de ne pas parler vite, de choisir les bons mots, de ne pas être énervé soi-même quand on discute, parce que ça va forcément énerver l'autre aussi. De savoir se calmer. Et il y a des outils pour ça. Vous allez le voir tout au long de la journée. Vous avez des gens ici qui vont vous exprimer comment est-ce qu'on gère ses propres émotions, par la respiration notamment. C'est à chacun de trouver en fait son moyen de pouvoir gérer ses émotions quand on est énervé, quand on est fâché. Les émotions, c'est juste quelque chose qui vous dicte et qui vous dit dans quel état vous êtes. Et après, c'est ce que vous en faites de cette émotion qui est important. Et c'est de savoir finalement entrer en contact avec les gens et comprendre ce qu'ils ont à dire. Après, il y a quelque chose qui est fondamental, je pense, c'est que vous pouvez apprendre plein de techniques. Moi, j'ai appris plein de choses dans ce métier, plein de côtés techniques, mais ce qui est très important, c'est de s'exprimer avec le cœur. C'est de s'exprimer avec la sincérité. Et c'est d'être honnête, en fait. Honnête face à qui vous êtes et à ce que vous voulez dire. Parce que les gens le ressentent. Quand vous mentez à quelqu'un, quand on ment à quelqu'un, la personne qui est en face le ressent. On a notre petit truc là qui nous dit Ça s'appelle l'intuition aussi. Vous savez ce que c'est l'intuition? C'est quoi l'intuition? Vous êtes intuitif? Vous écoutez votre intuition? C'est quoi l'intuition? Une idée? L'intuition, c'est la sensation de quelque chose, mais sans être sûr. C'est notre cerveau qui se dit de lui-même que ça n'a pas l'air net. Que ça n'a pas l'air net ou que tu pourrais faire comme ça ou faire comme ça. Alors moi, j'ai plaisir à dire que l'intuition, c'est votre intelligence qui commet un excès de vitesse en situation d'urgence. Ça veut dire que tout d'un coup, vous avez un truc urgent qui est en train de se passer, vous ne savez pas trop bien ce qui se passe, vous écoutez votre petite voix, votre sixième sens, qui est la somme en fait de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant et qui va vous permettre de prendre une bonne décision. Écoutez toujours votre instinct et votre petite voix à l'intérieur. C'est très très important. Et soyez disponible en fait pour les gens qui sont en face de vous, qui sont avec vous. Et comme je vous disais, être assertif, être communicant, comprendre en fait l'intérêt de l'autre, pas uniquement penser à soi-même. Et en tout cas, c'est ce que je crois fondamentalement, c'est d'être dans cette honnêteté-là,
et d'être bienveillant finalement avec son entourage. Et en tout cas, dans toutes ces situations de crise que moi j'ai vécues, j'ai remarqué que c'était par la communication et par la lecture des émotions des autres qu'on arrivait à résoudre un conflit. Parce qu'on pourrait envoyer dans ces unités-là, quand il y a un conflit, des unités d'intervention. Bon, bah vous, à l'école, vous n'avez pas d'unité d'intervention si vous avez un conflit. Hein. Donc vous êtes obligé de résoudre tout ça par la parole et par la communication. Mais c'est là où est toute la puissance et que vous devez garder en tête. Toute votre vie, ça va vous accompagner. Parce que toute votre vie, vous aurez des petits conflits ou d'autres plus grands, des désaccords avec des adultes, des désaccords avec votre famille. Et il faut oser les exprimer. Il faut oser dire ce que vous ressentez. Et il faut oser faire parler les gens aussi pour qu'ils puissent vous dire ce qu'ils ressentent. C'est très très important. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou à ce métier dans ces unités-là ? Vous savez déjà d'ailleurs d'entre vous savent déjà ce qu'ils veulent faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Militaire, ok. C'est quelque chose que tu as depuis longtemps en tête ? Ok. Donc tu pars dans cette voie-là. Très bien. Moi, j'aimerais bien faire scientifique. Ok. Truc qui te parle, qui te passionne. Oui. Alors ça, c'est aussi... ouais. Moi, j'aimerais bien être policière ou avocate. Ok. Ben voilà, alors on a déjà des petites idées comme ça qui émergent et on a envie de faire quelque chose. C'est pas toujours facile de trouver cette voie. Moi, je l'ai trouvée, comme je vous ai dit, vers l'âge de 14 ans à peu près. Parce qu'il y a eu des événements, des fois il y a des événements dans la vie qui font que tout d'un coup vous allez découvrir que c'est ça. Et il ne faut surtout pas avoir peur aussi de se dire moi j'ai pas trouvé ce que je voulais faire, parce que c'est tout à fait normal. Et puis on peut changer au fur et à mesure du temps de la vie aussi, de faire autre chose. On n'est pas obligé de faire une chose pendant toute la vie. Mais vous allez percevoir ces éléments-là au fur et à mesure des journées et du temps qui passe, et vous allez trouver votre voie. Mais rappelez-vous alors, en tout cas, que, comme je vous ai dit, tout est possible. Mettez-vous aucune barrière. Aucune. Soyez dans vos rêves un maximum. Soyez toujours, encore une fois, confiant en vous. Ne doutez jamais de vous-même. Quelquefois, vous aurez certains doutes. Et puis, quelquefois, vous prendrez des décisions qui feront que peut-être ça ne fonctionnera pas. Mais c'est tout à fait normal. Moi, ça n'a pas fonctionné toute ma vie et il y a encore des moments où ça ne fonctionne pas. Et peut-être si j'avais fait différemment, j'aurais pris une meilleure option. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. L'échec, c'est aussi normal. Moi, si je vous suis très franc, heureusement qu'il n'y a pas de caméra et qu'on n'est pas en direct et qu'il n'y a pas grand monde, moi, j'avais des notes à l'école qui n'étaient pas terribles. J'étais pas voilà. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, tu ne pourras pas faire ce métier-là, ou tu n'es pas assez intelligent, ou tes notes ne sont pas assez bonnes. En fait, vous voyez, finalement, ce n'est pas vrai. J'ai pu atteindre mes rêves qui étaient d'être négociateur de crise pour aider à sauver les gens. Mais encore une fois, ça passe par la confiance, ça passe par le travail évidemment, et ça passe par la passion et de donner de son cœur dans ce qu'on a envie de faire. Ok ? D'autres, est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Bon, merci à vous. Soyez forts et toujours positifs. C'est ça qui est important. Bien sûr, Malik, je te laisse juste t'asseoir, on a 2-3 questions. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Tu parlais donc d'objectifs communs partagés. Oui. Pour faire quelque chose de vraiment mise en situation, imaginons que l'un des collégiens présents ait envie par exemple d'avoir une play et que ses parents lui disent non. Quel peut être l'objectif commun partagé à ce moment et comment par exemple, pour en faire du très concret qu'ils pourront mettre directement en place, comment ils pourraient faire? Quel pourrait être par exemple l'objectif commun partagé là? Quel est alors, il faut déjà définir ce que vos parents ont envie comme objectif. Comment on pourrait sortir de cette situation? J'ai une petite idée. Convaincre ses parents d'avoir une PlayStation 4, 5, je ne sais pas combien c'est maintenant. On a 6, 7, on a combien? 5. La cinquième. La cinquième, vas-y. Du coup, on l'a, mais on l'utilise sur des certains horaires, pas tout le temps. Alors, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que tu essaies de comprendre quel est l'enjeu ou l'objectif de tes parents, de pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que tu aies une Play. D'après vous, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que vous ayez une Play? Allez-y. Allez-y, dites. Parce que c'est cher et puis qu'on va peut-être pas passer tout notre temps. Enfin, qu'ils veulent pas qu'on passe tout notre temps dessus, du coup, ils vont pas dépenser 500 € pour qu'on passe 1 heure par semaine. Voilà, alors donc tu listes ça. Tu mets, ok, trop cher, peur que on passe trop de temps dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Pourquoi est-ce que les parents ne veulent pas qu'on ait une Play? Les horaires. Les horaires, effectivement, voilà. C'est bizarre. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour combler, c'est comme ça que vous aurez votre Play, mais ça reste entre nous, pour combler les peurs des parents?
Bah, par exemple, on peut demander, par exemple, enfin, je sais pas si c'est possible, mais avoir un contrôle parental sur la Play, ou en échange, par exemple, vider de la vaisselle. Voilà. Donc tu vas apporter des éléments de réponse aux peurs de tes parents. C'est de leur dire, écoute papa, écoute maman, je comprends, rappelez-vous toujours les émotions et de ce que ressent l'autre, je comprends que tu te fasses du souci, je comprends que tu aies peur que je ne réussisse pas à l'école, je comprends que tu aies peur qu'en fait avec ma Play, je sois tout le temps sur le jeu. Donc je veux te rassurer, j'aimerais vraiment te rassurer, c'est quelque chose qui est important pour moi. On pourrait instaurer, si tu es d'accord, maman chérie, il faut toujours rajouter un peu de... ça vous le savez, vous savez très bien faire. Le fait que j'ai le droit à la Play que de 19h à 19h30. Et puis alors vraiment, j'aimerais beaucoup ça et je m'engage à débarrasser la table ou à laver la vaisselle après. Ça peut être une possibilité d'action, okay, mais c'est en fait en gros de faire en sorte d'enlever la peur de vos parents qui est derrière. Et là, vous pourrez obtenir ce que vous voulez. C'est un engagement aussi personnel. Il faut le faire après, il faut être honnête et s'engager. Mais ça, c'est un bon moyen. Essayez de parler comme ça. Et je comprends ta peur, maman, je comprends papa, ne t'inquiète pas. On va instaurer ce contrôle parental. Et puis en plus, je ferai la vaisselle. Et en plus, voilà. Et là, ça va marcher normalement. Et sinon, vous revenez vers moi. Puis je vous donnerai d'autres trucs. Bizarrement, tout le monde écoute là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et juste, on a une petite minute pour une dernière question. Bien sûr. Dans un conflit, si nous, on essaie justement d'être assertif, si vraiment nous, on essaie justement de mettre tout en place, mais que la personne en face, par contre, on est face à un mur, alors c'est une question compliquée, mais est-ce qu'il y aurait des techniques ou autres pour essayer justement un petit peu de briser la glace ou autre Ouais. Comment résoudre un conflit quand la personne est totalement fermée Quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui est fermé, qui ne vous parle pas, il y a déjà une erreur qu'on fait fondamentalement. Et d'ailleurs, on le fait par politesse. Quand on dit aux gens « ça va ?» on lui donne quoi comme option de réponse? Oui ou non? C'est une question fermée. Moi, j'ai une fille qui a 16 ans. Et avant que je comprenne tout ça, un jour, je vais la chercher à l'école. Et elle rentre dans la voiture. Je suis au volant, je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'elle a la tête comme ça. Déjà, comme elle a fermé la porte, déjà j'ai compris. Déjà, j'ai compris que ça allait pas. Et je lui dis, ça va? Ouais. Je dis, mais t'es sûr? Ça va bien? Mais oui, ça va. Ok, parce que j'avais l'impression que ça allait pas. Mais non, je te dis que ça va, papa. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait que des questions fermées. Donc souvent, quand on fait des questions fermées comme ça, tout simplement, on demande à l'autre de répondre par oui ou par non, ça va pas. Donc il faut faire des questions ouvertes. Qu'est-ce qui fait, ma chérie, que tu n'es pas bien aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui s'est passé qui visiblement t'a fait mal pour que tu sois dans cet état-là? Donc c'est ouvrir en fait la discussion par les discussions ouvertes et d'aller chercher l'émotion. Genre, écoute, je vois ou j'entends à ta voix que ça n'a pas l'air d'aller bien. Quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que tu souhaites m'en parler? Donc c'est d'aller un peu chercher les émotions de la personne. Quand vous touchez les émotions des gens, vous touchez le cœur des gens. C'est ça en fait. Quand on est bloqué, qu'on est fermé, qu'on ne veut pas parler, c'est parce qu'on est fermé dans nous-mêmes et le négociateur ou le communicant que vous êtes doit être capable d'aller chercher l'émotion de l'autre. Et là, les gens vont s'ouvrir à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Malik, merci de rien. Et restez là parce qu'il y a la dernière conférence de la journée donc par Élise Bogossian. Donc on met sur pause et ensuite on vous envoie un email et on se retrouve pour la dernière conférence de la matinée. À très vite.